Bonjour. Vous me reconnaissez? Je suis votre combo pour cette formation. Oui, c'est ça. Le robot qui coopère. Nous allons poursuivre cette introduction au MES et entrer dans le vif du sujet avec l'apport des standards au MES. Ensuite, Karine aura la chance de poser quelques questions à Jean Vieille, expert reconnu du domaine de l'automation et des process industriels. Dans cette seconde partie de l'introduction au MES, nous allons voir l'apport des standards sur le MES et en particulier celui du standard ISA 95. Comme nous l'avons vu, le terme de MES a été forgé par le MESA, Manufacturing Execution System Association, qui en a défini les principaux concepts et a parlé en particulier des 11 fonctions que l'on retrouve souvent dans la littérature. Mais l'apport le plus significatif pour la structuration du MES est sans doute celui de l'ISA, qui au travers du standard ISA 95 a engagé une analyse qui propose différents modèles extrêmement utiles pour la compréhension et la bonne mise en pratique du MES. Dans le domaine du logiciel, il faut modérer l'importance que l'on accorde parfois aux standards. Ce ne sont pas eux qui vont garantir qu'un logiciel va répondre à votre besoin. D'un autre côté, ce serait une grosse lacune d'introduire le MES sans parler de l'ISA 95, qui est un guide sûr permettant d'aborder le MES avec les plus grandes chances de succès. L'ISA est une autre association américaine très active comprenant de nombreux membres, tant industriels que constructeurs d'automatismes et éditeurs de logiciels. Le standard ISA 95 a très largement contribué à structurer le domaine du MES, à définir un modèle objet extrêmement complet, reprenant les équipements avec une description arborescente de l'usine, les matières, les profils de personnel, les produits fabriqués, les procédés. C'est un standard très abouti. Les industriels peuvent s'y appuyer pour définir leurs besoins, les éditeurs de logiciels peuvent s'en inspirer pour l'organisation interne de leur logiciel ou définir des interfaces avec d'autres logiciels, comme les ERP. L'ISA 95 est donc un standard utile. Les industriels ont d'ailleurs souvent témoigné qu'il avait joué un rôle décisif dans le succès de leur projet, en grande partie grâce à la modélisation des objets et des processus métiers. À noter que l'ISA définit un périmètre un peu plus large pour le MES, pouvant englober par exemple des aspects logistiques, et a préféré mettre en avant le terme d'opération plutôt que le terme d'exécution. Cela a donné naissance à un autre acronyme, le MOM, pour Manufacturing Operation Management. Les travaux de l'ISA 95 ont aidé à mieux délimiter la place et le rôle du MES. Vous vous souvenez peut-être de la pyramide du CIM, telle qu'on l'exposait dans les années 80. Cette approche a beaucoup vieilli, essentiellement du fait que les différentes strates de la pyramide du CIM étaient justifiées par des types de réseaux différents à chaque étage de la pyramide. Réseau de capteurs et d'entrée-sortie, bus de terrain, interautomate et supervision, réseau informatique de gestion de type Ethernet ou Token Ring. Aujourd'hui imposé par l'Internet, TCP/IP présent à tous les étages de la pyramide. C'est plus une approche fonctionnelle qui va donc amener à distinguer les différents niveaux. On va trouver le niveau 4, au niveau de la planification de la production et des ressources, le niveau 3, au niveau de l'exécution et du contrôle de production, le niveau 2, ou niveau des automatismes et de la supervision, qui sont les niveaux qui restent inspirés de la pyramide du CIM. Généralement, c'est au niveau 2 que se distinguent les différents types de procédés. On parlera de procédés semi-continus ou batch, c'est-à-dire de traitement par l'eau, très répandu dans l'agroalimentaire, la pharmacie, les cosmétiques, mais aussi bien d'autres industries. On parlera de procédés continus, comme la métallurgie, la chimie ou l'industrie du pétrole, ou on parlera de procédés discrets ou manufacturiers comme l'automobile, l'électronique, mais aussi toutes les industries d'assemblage. Le MES va donc trouver sa place essentiellement au niveau 3. Plus que le RP, un MES peut être particulièrement bien adapté à un type de procédé particulier, mais pas nécessairement. Certaines industries font d'ailleurs intervenir plusieurs procédés dans leur fabrication. La fabrication des yaourts, par exemple, commence par un procédé quasi continu d'homogénéisation et de pasteurisation du lait, puis un procédé batch de mélange et d'incorporation de crème, de fruits, d'ingrédients, et finalement, cela se termine par un procédé manufacturier de conditionnement, d'emballage et de palettisation.
Le MES va aussi se distinguer des outils de type ERP ou GPAO d'une part, et des automatismes d'autre part, par son échelle de temps. Le temps des automatismes est celui de la seconde, voire inférieur. A l'inverse, l'échelle de temps pour la planification est plutôt la journée ou la demi-journée. L'échelle du MES, c'est la minute, et il va apporter la réactivité et l'agilité à la production. Sous l'impulsion du MESA, qui les a listés en premier, on a longtemps parlé des 11 fonctions du MES. Si la plupart d'entre elles sont restées pertinentes, il s'est avéré que certaines présentaient des recouvrements, comme la gestion du personnel et la gestion des ressources, tandis que d'autres n'étaient pas à proprement parler du domaine du MES, mais plutôt celui des logiciels d'entreprise, comme la gestion de la documentation. Finalement, pour caractériser les grandes fonctions du MES, nous retiendrons plutôt le diagramme des 8 fonctions identifiées par l'ISA 95, qui les nomme activités. Sur le volet descendant, depuis une planification issue de la gestion, on trouve la planification détaillée ou ordonnancement, qui permet un dispatching des tâches grâce à la gestion des ressources, une exécution des tâches sur la base de leur définition, puis la transmission des consignes aux opérateurs et aux procédés. Sur le volet montant, à droite du diagramme, on trouve l'acquisition et l'historisation des données du procédé et de l'exécution, le suivi et l'analyse de performance. Ces différentes fonctions communiquent avec le niveau 4 au niveau de la définition des produits, des capacités des ressources, de la planification et de la performance. Et vers le bas, avec les niveaux 0, 1 et 2, soit les opérateurs, les capteurs et actionneurs et les automatismes. Cette organisation des tâches s'applique aussi bien à la production qu'à la qualité, à la gestion des stocks d'ateliers et à la maintenance. Comme on l'a déjà noté, le MES prend sa place dans un paysage où il y a déjà pas mal de solutions logicielles en 3 lettres. L'Arc Advisory Group, une société d'experts internationaux, a eu l'idée de positionner les solutions logicielles suivant 3 axes, dont vous voyez ici une version simplifiée. Le premier axe est celui de la value chain ou chaîne de valeur qui va des fournisseurs aux clients. On y trouve en particulier les solutions dites Supplier Relationship Management, SRM, côté fournisseur, et les solutions de Customer Relationship Management, CRM, côté client. Le second axe est celui du cycle de vie produit. Il va de la conception et du design du produit jusqu'à son support, en passant bien sûr par sa fabrication. On y trouve les outils de conception par ordinateur, CAO, ou des outils plus larges de gestion du cycle de vie produit, Product Life Cycle Management, ou PLM, avec un volet design et un volet support. Enfin, le troisième axe est l'axe opérationnel de l'entreprise, avec la production à une extrémité et le business à l'autre. On y trouve l'automation et les solutions d'Advanced Process Control, APC, côté production, et les solutions ERP, côté gestion de l'entreprise. C'est un peu l'axe que nous avons vu juste avant avec les différents niveaux fonctionnels de l'entreprise. Le MES et le MOM occupent une place centrale à la croisée de ces 3 axes. Cela souligne d'une part le caractère stratégique du MES et du MOM pour l'entreprise, mais aussi le fait que le MES doit être capable de dialoguer efficacement avec les autres solutions logicielles. Nous aborderons en particulier le dialogue avec les ERP dans la prochaine émission de cette série. La question plus générale de l'organisation des différents logiciels de l'entreprise, ce que l'on appelle l'urbanisation, sera abordée dans une émission ultérieure. Pour aller jusqu'au bout de ce tour d'horizon des logiciels d'entreprise, l'utilisation efficace des documents et des solutions nécessite également une infrastructure collaborative et des solutions de gestion des différents processus métiers que l'on appelle Business Process Management ou BPM. Je vous propose de résumer ce que nous avons vu aujourd'hui dans cette deuxième partie de l'introduction au MES.
Nous avons vu que grâce aux travaux de l'ISA 95, que l'on peut considérer comme un véritable référentiel du MES, les industriels pouvaient exprimer leurs besoins sans ambiguïté et que les offreurs de solutions pouvaient s'interfacer plus aisément avec les logiciels complémentaires tels que les ERP. Nous avons également pu positionner les fonctions du MES par rapport aux automatismes ou aux opérations manuelles d'une part, et par rapport à la gestion de l'entreprise d'autre part, en considérant les différents types de procédés. Nous avons vu que ce positionnement n'est pas uniquement fonctionnel, mais aussi temporel. Avec une échelle de temps de l'ordre de la minute, le MES va permettre d'apporter à l'entreprise des informations fraîches et consolidées qui sont la clé de la réactivité. Enfin, nous avons élargi l'horizon pour voir le paysage logiciel autour du MES et la position stratégique qu'il occupe. Nous aurons l'occasion de revenir plus en détail sur certains points de cette introduction dans les émissions suivantes. Le but de cette dizaine d'émissions est double. D'une part, examiner de manière plus approfondie les principales fonctions du MES et d'autre part, aborder des aspects transverses tels que les contraintes du développement d'une application MES, les architectures informatiques, le ROI d'un projet de MES ou la vie du MES après le projet. Bon, j'ai l'impression que l'on a un programme chargé, mais on devrait s'en sortir. Je crois que je me trouve déjà un peu mieux. J'espère que vous êtes tous gonflés à bloc pour aller voir votre direction et lui demander de mettre en place un MES. Un petit conseil tout de même. Attendez encore une ou deux émissions. La semaine dernière, j'ai vu revenir le responsable de production tout penaud du bureau du directeur. Cela va nous coûter un bras, lui avait-il dit. Et on ne sait même pas au bout de combien de temps nous aurons notre retour sur investissement. Il n'avait pas su quoi répondre à la direction. Bonjour Jean Vieille, vous travaillez en tant qu'expert indépendant sous le label Syntropic Factory. Vous êtes également membre du réseau de conseil Control Chain Group et dirigeant associé d'Interaxis, ayant pour objectif l'excellence industrielle globale. Vous avez également écrit de nombreux articles sur le MES. Que pensez-vous de la prudence de notre Kobo vis-à-vis de son responsable de production ? Autrement dit, est-ce que vous pensez qu'il est préférable, est-ce qu'il est nécessaire de connaître le ROI d'un projet MES avant de le porter à la direction ? En fait, parler de ROI est réducteur. On peut construire des business cases qui démontrent l'intérêt du projet, mais c'est un exercice difficile où, d'une part, qui oppose d'une part les tenants du projet, donc qui sont convaincus de son intérêt, et qui sont bien au fait de la complexité du système opérationnel de l'entreprise, et d'autre part, la direction, qui demande des arguments clairs et pour prendre la décision d'investissement sur un sujet qu'ils estiment très technique. Donc cette voie aboutit souvent à l'échec, soit à l'abandon du projet, soit à une budgétisation insuffisante qui entraîne son échec. Donc je pense qu'il est préférable de considérer la contribution globale de l'informatique au bon fonctionnement et à la performance de l'entreprise, plutôt que de le prendre au niveau des projets eux-mêmes. C'est dans cette approche, dans ce contexte global, qu'il sera beaucoup plus simple de concevoir, de développer des projets qui rentrent dans ce schéma plus général de contribution de l'informatique. Vous avez une forte expérience des projets MES. Comment pourriez-vous résumer l'évolution des systèmes MES ? Les logiciels MES ont tout d'abord été développés pour faciliter le traitement des opérations manuelles, que ce soit en raison de leur complexité ou pour des nécessités de suivi réglementaire. L'élargissement de ces solutions à d'autres contextes, en particulier plus automatisés ou d'autres typologies de procédés, s'est heurté à quelques difficultés. Tout d'abord, la connexion au système de contrôle, et puis peut-être de manière plus significative, le croisement des compétences entre la gestion de production et le contrôle de procédés. Donc il s'en est suivi quelques errements sur la bonne articulation entre ces solutions et les ERP et les systèmes de contrôle. Et
Donc l'ISA 95, donc, qui est un standard très intéressant pour aider les intégrateurs, les industriels à prendre en main ces projets, en fait n'apporte pas de réponse sur ce point, puisque justement l'ISA 95 permet l'interopérabilité des applications indépendamment des architectures. Donc il ne faut pas oublier bien sûr les très nombreuses, peut-être encore majoritaires applications spécifiques conçues par les entreprises elles-mêmes, souvent sur des bases Excel ou Access, et qui en fait répondaient directement à leurs besoins exprimés, mais surtout était plus facile, c'était plus facile finalement pour les industriels de construire directement ce dont ils avaient besoin plutôt que de le spécifier. Et également parce qu'il est plus simple et plus rapide de le faire sur des budgets de fonctionnement où il n'y a pas besoin de justification particulière plutôt que par des circuits de décision d'investissement. Et aujourd'hui alors, à quel stade nous sommes arrivés? Aujourd'hui, le contexte est beaucoup plus favorable du fait du niveau de maturité atteint par tous les acteurs du contrôle industriel. D'une part, les industriels eux-mêmes sont beaucoup plus conscients du fait de la nécessité d'une bonne articulation entre le domaine de la gestion et le domaine de l'exécution. D'autre part, les éditeurs offrent des solutions qui permettent de mettre en œuvre des règles métiers complexes et de faciliter la standardisation pour une meilleure conception et un meilleur déploiement des fonctions. Et puis finalement, les intégrateurs, dont l'expérience du contexte industriel et des solutions, sont à présent en mesure de mener les projets de manière tout à fait convenable. Donc pour finir, je pense qu'on va assister à une meilleure pénétration des logiciels MES, que ce soit pour améliorer le support informationnel au système de production, que pour remplacer finalement des applications internes qui sont de plus en plus difficiles à maintenir. Alors, autant les entreprises se sont lancées dans le passage à l'ERP de façon très facile, autant en laissant un peu plus frileuse pour s'investir dans des projets MES. Vous avez écrit récemment un article dont le titre est les 10 erreurs du MES. Est-ce que vous ne craignez pas de les décourager quelque peu? Alors, le titre est volontairement provocateur. Et en fait, le système de production de l'entreprise représente quelque chose de très important, puisque c'est la raison d'être de l'entreprise industrielle. Et en fait, on se rend compte que des difficultés que des projets sur ce domaine viennent en fait de la complexité et de l'incompréhension qu'il y a parfois sur le rôle de cette entité critique de l'entreprise. Alors on assiste à des projets ERP coûteux qui n'ont pas besoin de retour sur investissement, alors qu'on est parfois très frileux sur des domaines aussi évidents que le MES. En fait, ce qui m'a motivé sur ce point, c'est que le potentiel du système de production peut être développé, assisté par les technologies de l'information de manière décisive, et que des gains très importants peuvent être obtenus à ce niveau-là. En fait, l'impact du système de production sur la performance de l'entreprise peut être aussi important que le marketing ou la relation client. Et donc, j'ai essayé d'identifier des points que j'ai présentés comme des erreurs possibles, mais qui sont plutôt des points d'attention qui permettent de garantir le succès ou de développer, d'assurer le succès de ces projets dans toute la mesure du possible. Comme vous savez, cette série d'émissions s'adresse à des personnes qui souhaitent en savoir davantage sur le MES, mais qui ne connaissent pas véritablement les bénéfices qu'ils peuvent en attendre. Vous avez travaillé, accompagné de nombreux industriels sur de tels projets. Quels sont les bénéfices qu'ils ont pu en tirer? Alors, parler directement des bénéfices, c'est un petit peu délicat.
En fait, il est très important de disposer d'une évaluation économique de l'intérêt des projets. Et cette évaluation, elle va être faite d'une manière, elle peut être conduite de différentes façons, mais celle qui m'a permis de travailler de manière assez concrète et efficace avec les entreprises est basée sur la théorie des contraintes, qui est en fait un petit peu la théorie du bon sens, et qui prend en compte l'impact des actions, donc par exemple des fonctions que l'on veut mettre en œuvre, sur la création de valeur, sur les immobilisations et sur les charges d'exploitation. En fait, souvent, on s'intéresse beaucoup aux charges d'exploitation, aux diminutions de coûts, mais qui sont à considérer avec prudence et réalisme. En fait, par exemple, automatiser une saisie ne va pas forcément supprimer de la main-d'œuvre. Donc le bilan au niveau des réductions de coûts est souvent mitigé et discutable. En fait, on aura souvent un impact plus important au niveau du service client, de la façon dont l'entreprise réagit par rapport à ses donneurs d'ordre. Et à ce niveau-là, les responsables des ventes ou du marketing seront souvent plus à même de donner des chiffres intéressants. Et là, les chiffres sur lesquels on se base ne seront pas le compte d'exploitation de l'usine, mais plutôt le chiffre d'affaires de l'entreprise, ce qui représente une assiette considérable. Et du coup, si l'impact n'est pas nul, il peut être important et justifier beaucoup plus facilement les projets. Alors, comme tous les acteurs du MES, nous souhaitons que les industriels mettent en place ce type de projet. Quels conseils, justement, pourriez-vous leur donner pour le mettre en place de façon efficace et pouvoir, justement, tirer des bénéfices? Alors, en premier lieu, c'est la stratégie de l'entreprise et ses besoins au jour le jour qui doivent être pris en compte pour la transformation informatique industrielle, et non pas simplement une vision prospective qui est toujours en décalage avec justement la stratégie de l'entreprise et la technologie. Donc moi je préconise la mise en place ou le renforcement d'un processus de transformation informatique dont les moyens soient clairement alloués en termes de personnes et de budget de fonctionnement, de façon à piloter toute la transformation au moyen de projets de toute taille. Donc ces projets rentrent dans ce cadre de transformation. Et ce processus de transformation doit faire l'objet d'une mesure de la performance, de sa propre performance, pour voir de quelle manière il sert efficacement à l'entreprise. Et pouvoir vérifier, lors des réalisations, pouvoir vérifier les bénéfices effectivement obtenus de manière tangible. Donc cela permet d'obtenir une dynamique de transformation au service de l'entreprise. Alors le second point, c'est de bien traiter au niveau des projets, de réduire, en premier lieu, de réduire la taille des projets autant que possible, de façon à réduire le risque et à améliorer la rapidité de mise en œuvre. Deuxièmement, de décomposer ces projets sur 3 axes, c'est-à-dire celui de la technologie, l'axe de la conception et celui du déploiement. Troisièmement, c'est de choisir une plateforme technologique qui facilite la conception et le déploiement. Et pour finir, de s'assurer de la bonne intégration des partenaires, donc des éditeurs et des intégrateurs, dans ce processus de transformation. Merci Jean de Syntropic Factory d'avoir bien voulu apporter votre expertise sur ce thème d'introduction qui est particulièrement riche. Pour résumer, vous avez compris que le projet MES est stratégique pour l'entreprise et qu'il faut y apporter, ainsi qu'à son suivi, un soin à la mesure des enjeux. Ce sera alors un grand succès pour l'entreprise et une opportunité de réalisation de ses ambitions. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette session en vidéo sur notre site et sur l'espace réservé Dailymotion. Dans la prochaine session, nous aborderons une des questions les plus fréquemment évoquées lorsqu'on parle de MES, la relation entre MES et ERP. Alors, MES et ERP sont-ils concurrents ou complémentaires? La réponse dans la prochaine émission. Venez nombreux.